Ce diaporama est plutôt consacré à la mise en œuvre pratique des techniques de marketing RH. Vous vous souvenez qu'il se déroule en 2 temps et non en 3 comme, j'ai indiqué par erreur. Le premier temps qu'on vient de voir était consacré aux points communs, qui peuvent exister entre les différentes techniques de marketing RH. On a ainsi examiné, d'une part, le travail de la firme sur son offre RH et puis, d'autre part, le travail de la firme sur la demande émanant, des cibles. Dans un deuxième temps, qu'on va examiner maintenant, on va voir quelques éléments, du plan de marketing RH. Alors la notion bien sûr de plan de marketing RH, quelques éléments sur son élaboration et puis sur sa mise en œuvre proprement dite. Nous aurons ainsi bouclé, ce diaporama et l'ensemble du cours de marketing RH, marque employeur. Alors donc trois sections ou chapitres dans ce deuxième temps intitulé le plan de marketing RH et ses particularités. Je vais d'abord évoquer la notion et l'utilité, hein, d'un plan de marketing RH. Ensuite, je présenterai quelques éléments sur l'élaboration et la mise en œuvre, d'un plan de marketing RH et on verra, enfin ce qui se passe après le plan. La notion de plan de marketing RH pour commencer. Eh bien, je dirais simplement que le plan de marketing RH, est un plan. Alors comme en matière militaire, on retrouve ici les images militaires dont on a parlé au début. Le plan, c'est quoi? Ben, c'est un ou plusieurs objectifs, le moins possible d'ailleurs, pour pouvoir concentrer les forces, des moyens, des étapes de réalisation et puis une mise en forme. On va passer en revue, encore une métaphore militaire, mais c'est vraiment pas fait exprès. On va passer en revue ces 4 aspects que je viens d'indiquer. Alors d'abord les objectifs d'un plan de marketing RH. Il y a plusieurs points à indiquer. Premièrement, les objectifs sont déterminés par la firme. Alors jusqu'à présent, on a parlé de la firme de façon un peu, désincarnée, sans désigner des fonctions et la plupart du temps sans prendre en considération, sa taille ou «son métier» entre guillemets. OK, mais, qui est la firme au fond? Alors au moment de passer à l'action et de mettre en œuvre le plan, il faut à mon avis être un tout petit peu plus précis. La firme, quel que soit son statut, va agir par l'intermédiaire de sa direction générale ou de sa direction des ressources humaines, ou encore, des 2 types d'organes, en liaison avec d'autres directions importantes dont certaines peuvent être, rattachées à la direction générale. Par exemple, une direction de la stratégie, une direction de la recherche et du développement, une direction des systèmes, informatiques ou des systèmes digitaux, et cetera, et cetera. Alors, parmi, les directions importantes, en tout cas du point de vue du marketing RH, on a généralement, les directions ou services qui ont besoin de recruter. Par exemple, pour le lancement d'un nouveau produit ou pour la création d'un nouveau site de production, ou pour la gestion de la relation client, et cetera. Par parenthèse, je précise, que le fait que la firme agisse ainsi, c'est-à-dire décide par elle-même, ne s'oppose pas au recours à des conseils, extérieurs. Le paradoxe est apparent et vient en fait qu'on ne se situe pas, au même niveau. Je veux dire par là que les organes de la firme qui définissent les objectifs et effectuent les choix peuvent parfaitement agir avec des cabinets de conseil extérieurs, sous leurs ordres en quelque sorte, et qui respectent, les directives des organes dirigeants. Vous ferez ça, vous chercherez ça, vous présenterez vos résultats comme ça, et donc à ce moment-là, les cabinets de conseil extérieurs fournissent les moyens ou une partie des moyens sur la base desquels les décisions sont prises par la firme, ou du moins par les organes dirigeants de la firme, direction générale, direction des ressources humaines, ou l'ensemble des directions importantes. Ça, c'est le 1er point. Deuxièmement, les objectifs doivent être, quantitatifs et qualitatifs, mais aussi phasés dans le temps. En fait, il faut répondre à des questions simples. Alors je ne dis pas que les réponses sont simples, hein, mais les questions, peuvent l'être. Première question, combien et qui? Les 2 interrogations, combien et qui, peuvent être, traitées ensemble. En effet, il s'agit de quantifier et de qualifier les personnes cibles concernées. S'agit-il de recrutement ou de redéploiement, de personnel en interne? Vous vous souvenez la question de la mobilité fonctionnelle, la mobilité géographique, la mobilité, verticale ou promotion, et cetera. Deuxième type de question, à quel moment et éventuellement pour combien de temps? Là aussi, on peut joindre, ces 2 questions. À quel moment recruter? Ben, certains recrutements, sont-ils urgents et pourquoi? Il peut s'agir de recrutements en retard, il peut s'agir d'imprévoyance, il peut s'agir aussi de recrutements qui ont été différés, faute de moyens financiers, pour, soutenir, une offre, RH, et cetera, et cetera. Tous les recrutements, c'est un deuxième temps, si vous voulez, une deuxième question qui est liée à la première. Tous les recrutements doivent-ils se traduire par des emplois pérennes,
et donc par des collaborateurs à fidéliser. Alors cette question peut paraître étrange, à ce stade du cours. En suivant, les auteurs, tels que Philippe Ligère, donc sur marketing RH, je martèle, en effet depuis le début, que le marketing RH a pour but d'attirer, de recruter, d'intégrer, de fidéliser, les collaborateurs. Cette affirmation est vraie dans son principe et pour l'essentiel des personnels des entreprises. On a vu en effet que malgré le chômage de masse, le facteur travail était en général devenu une ressource chère, sinon toujours rare. Ça dépend de la situation des offres d'emploi et des demandes d'emploi sur les micro-marchés de travail, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais ça peut être une ressource chère, contrairement au facteur capital, dont le coût est relativement bas depuis 2009. Dans ces conditions, il est logique que les firmes cherchent plutôt à valoriser le plus possible, au sens propre et au sens figuré, je dirais, savoir flatter et tirer le meilleur parti, valoriser le plus possible leurs collaborateurs. Mais il peut y avoir des secteurs de l'économie ou des secteurs à l'intérieur même des firmes qui sont amenés à fonctionner sans privilégier la fidélisation des collaborateurs. Alors, soit à cause de la nature même de l'activité, hein, il peut s'agir d'activités très très imprévisibles, d'activités saisonnières, il peut s'agir de l'habitude d'utiliser des salariés intermittents, et il peut y avoir un certain nombre de causes comme ça. Les entreprises peuvent aussi être amenées à fonctionner sans fidélisation, par exemple pour faire face à des hausses ponctuelles d'activité. Ou ça peut être aussi des choix économiques de la firme. La firme va considérer qu'intégrer des collaborateurs directement prêts à l'emploi et efficaces, notamment par comment dire, la diversité de leurs expériences professionnelles, pouvoir intégrer ou impliquer ces collaborateurs sans avoir à les former et sans le souci de garantir la pérennité du travail, peut être une bonne chose. Et donc la firme va plutôt avoir recours à de l'intérim ou à des collaborateurs en contrat court, qui peuvent être généralement moins qualifiés, mais pas toujours, hein. On peut voir par exemple dans le bâtiment, travaux publics, dans les transports, dans le secteur de la santé, dans celui du spectacle, dans celui du numérique. On peut avoir des travailleurs très, très qualifiés en contrat court ou en intérim. Voilà, donc cette question du phasage dans le temps des recrutements et de la durée d'emploi des personnels est importante. Alors surtout que la notion de plan va sous-entendre une chronologie. On peut, là aussi, utiliser un tableau, pour poser le problème et définir les personnes ou les groupes cibles. On pourra faire de cette manière une grande séparation, une première grande séparation entre les futurs collaborateurs et les collaborateurs actuels, parce qu'au fond, ils ne relèvent pas tout à fait du même type de traitement. Les futurs collaborateurs pourront être recrutés sur des échelles de temps différentes et avec des méthodes distinctes que les collaborateurs actuels. Par exemple, les personnes appartenant à ce que j'ai appelé le halo peuvent être intéressées par un emploi dans la firme, mais ne sont pas encore candidates, par exemple pour des questions d'âge, etc. Tandis que les candidats proprement dits sont prêts à s'engager immédiatement dans une démarche de recrutement. Ça, c'est pour les futurs collaborateurs. Puis on a les collaborateurs actuels, qui sont déjà une ressource humaine sur laquelle la firme peut compter, et le marketing RH va devoir les mobiliser, une métaphore militaire encore, au sens propre, c'est-à-dire les rendre mobiles pour qu'ils acceptent de changer de poste ou d'emploi, qu'ils acceptent une formation, etc., en contrepartie d'avantages supplémentaires, rémunération, avantages matériels, etc. Troisièmement, les objectifs du plan de marketing RH doivent naturellement être conformes à la stratégie de la firme. C'est-à-dire la réalisation de son but à long terme. Ça peut être production et croissance à long terme de la firme, ou bien la création de valeur pour les associés, pour les actionnaires, etc. Bon, tout dépend des orientations de base de la firme, de sa finalité en quelque sorte, de sa raison d'être, on pourrait dire maintenant. Alors on retombe sur notre philosophe grec et son connais-toi toi-même. Pour que le contrat psychologique marche, et que le plan de marketing ne soit pas simplement une façade, hein, il est important qu'il prenne en compte, hein, ce plan de marketing, le mieux possible et autant que possible ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle veut et ce qu'elle peut. Donc les objectifs du plan de marketing RH doivent être déterminés par la firme, être quantifiés, être qualifiés, c'est-à-dire quel type de collaborateurs on veut choisir, pour quel type d'emploi et combien, et puis phasés dans le temps. À quel moment on va recruter, pour quelle durée de contrat et d'engagement. Et ces objectifs du plan de marketing RH doivent naturellement être conformes à la stratégie, c'est-à-dire, comme on vient de le dire, aux objectifs à long terme. Bien sûr, à la nature profonde de la firme, c'est-à-dire sa raison d'être ou son connais-toi toi-même. Alors j'en profite pour quelques rappels.
Les ressources humaines, d'abord, sont un important facteur de production. Hein, c'est le facteur travail dans la présentation générale des facteurs de production qu'on avait faite au début du cours. Les ressources humaines, c'est pas un facteur secondaire, je dirais. C'est un facteur qui est quasiment obligatoire, hein, je dirais, dans les firmes, sauf si la firme, imaginons, est totalement automatisée. Et même dans ce cas-là, il faut du monde pour surveiller les automatismes. Ou si la firme est très petite et travaille avec une seule personne, le chef d'entreprise, si on peut dire. Deuxième rappel, la production et la croissance de long terme de la firme dépendent en grande partie des ressources humaines. Quelle que soit la configuration de cette firme, comme j'indiquais juste à l'instant, par exemple, imaginons une firme totalement automatisée, il faudra forcément faire quand même des choix en termes de production, produire ça plutôt que ça, dans telles conditions de prix, etc. Il faudra du personnel pour entretenir donc les machines, etc. Donc, de toute façon, les ressources humaines sont comme on dit, incontournables. Troisième point dans ces petits rappels, la firme doit être et doit rester attractive pour les ressources humaines. En qualité, bien sûr, et en quantité. Et elle doit en permanence pouvoir maintenir sa capacité de choisir et de garder les meilleurs collaborateurs. C'est également un point très très important. Alors j'ajouterais un quatrième point que je n'ai pas noté sur la diapositive, c'est que pour être et rester attractive, il faut que l'offre employeur de la firme, alors je le rappelle, hein, c'est schématiquement l'ensemble de ce que la firme s'engage à offrir à ses collaborateurs, il faut que cette offre employeur synthétise correctement et bien sûr honnêtement les caractères de la firme et que cette offre employeur soit adaptée ou déclinée, comme on pourrait dire, pour chaque type d'emploi visé par l'offre. C'est comme ça qu'on va faire le lien, si vous voulez, entre les objectifs de la firme elle-même et finalement l'offre employeur qui est le produit du marketing RH. Il faut vraiment faire attention à ce point-là. Dans la notion de marketing RH, on vient de voir les objectifs. Je vous propose de regarder maintenant les moyens. Ça sera rapide hein, dans la mesure où on a parlé abondamment de cette question, en particulier dans la première partie de ce diaporama. Les moyens d'un plan de marketing RH reprennent ce qu'on a déjà dit. Pour atteindre ces objectifs, la firme doit travailler sur son offre RH, et elle doit travailler aussi sur la demande RH émanant des cibles. Premier aspect, la firme doit d'une part travailler sur son offre RH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie, comme on l'a vu, que la firme doit faire trois choses. Je les passe en revue très rapidement, on va pas s'y attarder. Elle doit identifier ses métiers, c'est-à-dire son activité ou ses activités principales. Elle doit préciser son offre employeur. Et troisième point, elle doit créer ou révéler son image employeur. Alors le second type de moyens que la firme doit mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs consiste pour la firme à travailler sur la demande RH émanant des cibles. Ce volet peut se résumer, comme je l'indique sur la diapositive, en 4 actions complémentaires que je lis avec vous. Hein. La firme doit d'abord cibler ses besoins actuels et à venir, internes et externes, comme on l'a vu. Elle doit connaître les marchés du travail sur lesquels elle va intervenir pour présenter son offre RH et à un niveau plus élémentaire ses offres d'emploi. Elle doit assurer une veille RH et un benchmarking RH. On a vu de quelle manière hein, ces deux aspects étaient intéressants et liés entre eux. Et enfin, elle doit développer des argumentaires propres à chaque groupe cible. Voilà, nous sommes toujours hein, dans la section qui traite de la notion et de l'utilité du plan de marketing RH. Après avoir vu les objectifs et les moyens, on peut voir la question des étapes du plan. Alors bien sûr, on ne peut pas définir a priori le nombre d'étapes, ou du moins on pourrait, mais ça serait un peu artificiel, puisque ça va dépendre un peu de chaque situation et de la physionomie à la fois des firmes et des marchés sur lesquels elles fonctionnent, des marchés du travail sur lesquels elles fonctionnent et sur lesquels elle va développer son offre employeur et ses offres d'emploi. On ne peut pas non plus a priori définir la durée hein, de ces étapes. C'est pourquoi je me contenterai de rappeler simplement 4 facteurs principaux qui sont également des contraintes à prendre en compte dans les phases du plan de marketing RH. Donc vous voyez sur la diapositive ces 4 facteurs principaux. Il s'agit des objectifs du plan,
de la nature et de la complexité de l'offre RH de la firme, de la nature et de la complexité aussi de la demande émanant des cibles, et enfin de la taille de la firme. Alors passons en revue ces 4 facteurs principaux à prendre en compte dans les phases du plan de marketing RH. En premier lieu, comme je l'ai indiqué, le plan doit tenir compte de la manière dont les objectifs se présentent. Les objectifs peuvent avoir plusieurs formes, hein, selon leur nature, leur complexité, leur imbrication, hein, c'est-à-dire le fait que la réalisation de tel objectif peut conditionner la réalisation de tel autre et inversement. Donc les objectifs peuvent être imbriqués les uns dans les autres. Il faut arriver à bien les identifier et à les traiter de manière cohérente. Il peut y avoir aussi la question du nombre de services internes de la firme qui doivent être associés à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan, et donc à la définition des objectifs. Donc ainsi qu'on l'a évoqué, il s'agit bien de quantifier et de qualifier les besoins en collaborateurs et d'assurer leur recrutement dans le temps. En deuxième lieu, le plan doit aussi prendre en compte la nature et la complexité de l'offre RH de la firme. Autrement dit, et sans que ces questions couvrent tout le problème et soient exhaustives, il y a un certain nombre de questions, d'interrogations à poser. Par exemple, quels sont les métiers individuels pratiqués en interne? Quels sont les métiers externalisés ou externalisables? Éventuellement, quels sont les métiers que la firme aurait intérêt à faire exercer en interne ou au contraire en externe? Autre question, quels sont les métiers recherchés par l'entreprise? Et éventuellement, parmi ceux-ci, quels sont ceux qui peuvent lui donner un avantage concurrentiel décisif, stratégique, dirait Michael Porter. Dans le même ordre d'idées, la firme possède-t-elle des talents, au sens de ressources humaines rares, hein, tout simplement, ou doit-elle en chercher d'autres, ou au contraire les renouveler? Parce que pour des raisons, par exemple de départ à la retraite, ou de concurrence avec d'autres entreprises, la firme a pu perdre des talents et se trouve dans l'obligation de renouveler ses talents. Autre question, mais encore une fois, la liste n'est pas du tout exhaustive, quels sont les paramètres de l'offre employeur? Donc on a vu ensemble ces questions-là dans le précédent PowerPoint et puis également dans celui-là. Quelle est l'image aussi? Quelle est l'image de l'employeur? Quelle est son image employeur? C'est une question qui doit être prise en compte, hein, dans la nature et la complexité de l'offre RH de la firme. En troisième lieu, le plan de marketing RH doit prendre en compte la nature et la complexité de la demande et RH émanant des cibles. Autrement dit, comment se présente le marché du travail, ou les marchés du travail plutôt, et leurs évolutions? Qu'est-ce que nous enseigne la veille RH et le benchmarking RH? Comment définir des argumentaires propres à chaque cible, etc. Donc tout ça, c'est un travail en soi qui doit être pris en compte dans les étapes de réalisation d'un plan de marketing RH, à la fois dans l'élaboration du plan et puis dans sa réalisation, bien sûr. Et enfin, en quatrième lieu, je ne le développe pas beaucoup, hein, sur la diapositive, mais c'est important. La taille de la firme importe, a son importance. C'est en effet la taille qui va souvent conditionner certains aspects de la réalisation du plan de marketing RH. Par exemple, la diversité ou le spectre, si on peut dire, des offres employeurs peut être lié à la diversité des métiers qui vont être requis à l'intérieur de la firme. Les moyens d'attraction, de recrutement, d'intégration et de fidélisation sont aussi quelquefois dépendants de la taille de la firme. On imagine très bien qu'une firme qui a beaucoup de moyens peut avoir une politique très développée, très poussée d'attraction, de recrutement, d'intégration et de fidélisation, alors qu'une PME va être plus limitée dans ce domaine. Et puis même à l'intérieur des PME, il faudrait considérer le type de métier au sens des cycles de vie des métiers, hein, qu'on avait évoqué dans l'ouvrage de Franck Briet et Franck Lavoile de 2007 sur le marketing RH. Tout dépend aussi des types de métiers. On peut avoir des startups qui fonctionnent sur des métiers nouveaux, voire des métiers émergents, qui auront plus d'intelligence collective, hein, pour développer ces moyens d'attraction, de recrutement, d'intégration et de fidélisation, alors que peut-être une autre PME qui travaille sur des métiers en survie positive, comme on a dit, ou à maturité, n'auront pas la même vision, hein, du marketing RH.
et donc du plan de marketing RH à taille identique. La capacité aussi de monter un plan de marketing RH, hein, tout simplement, va quelquefois dépendre de la taille de la firme et donc des moyens réels ou supposés, hein, qu'on lui prête. Et enfin, sans que ce soit là non plus exhaustif, la complexité de la coordination entre les directions et les services, et les différents services de la firme, va dépendre, hein, souvent, bien sûr, de la taille. Une entreprise petite ou très compacte avec une hiérarchie très très aplatie va fonctionner peut-être de manière plus opérationnelle en matière de création et de mise en œuvre d'un plan de marketing RH, alors qu'une entreprise plus classique, beaucoup plus hiérarchisée, etc., va peut-être avoir un fonctionnement plus complexe. Et, euh, et tout ça, ça va aussi dépendre en partie de la taille de la firme. Alors, dans cette diapositive, je vous propose de développer le point précédent en recherchant si et comment la taille de la firme peut influer sur les étapes d'un plan de marketing RH. Donc, c'était la question qu'on se posait juste avant. J'ai aussi une question subsidiaire, hein, que je n'ai pas notée sur la diapositive, mais qui est intéressante, je crois, enfin qui m'intéresse. C'est la suivante, c'est en fait une firme de petite taille. Alors je précise pas la taille, je ne veux pas rentrer dans des classements statistiques ou autres, mais disons une entreprise de petite taille peut-elle avoir besoin d'un plan de marketing RH? Alors dans le paragraphe sur la notion et l'utilité d'un plan de marketing RH, j'ai commencé par la notion de plan de marketing RH. Je complète maintenant en disant deux mots, hein, sur l'utilité d'un tel plan. Alors, dans mon esprit, il y a au moins deux aspects qui déterminent pour la firme l'utilité d'un plan de marketing RH. D'une part, le plan doit lui permettre de répondre à un besoin de cohérence. C'est d'ailleurs dans la nature, hein, des plans de mettre en ordre les différentes contraintes, les différents objectifs, etc. Alors ce besoin apparaît naturellement à l'énoncé des points que j'ai évoqués précédemment, que je rappelle tout simplement très très rapidement ici. Il faut, avec le plan, recenser et mettre en cohérence les objectifs, les besoins exprimés, et les besoins exprimés par les différentes directions et services de la firme. Ces besoins peuvent être effectivement différents, voire divergents. L'occasion du plan de marketing RH est trop belle pour essayer de mettre de l'ordre éventuellement dans des contradictions qui peuvent exister au sein de la firme entre les différentes directions, services, etc. Le plan doit aussi permettre de tenir compte de la nature et de la complexité de l'offre RH, hein, comme on l'a vu. Comme c'est un plan, il doit agir en cohérence avec le temps. Donc c'est la notion même de plan, mais aussi de planification, hein, de mouvement de planification. Le plan doit aussi permettre d'agir en cohérence avec la nature et la complexité de la demande émanant des cibles. Le plan, c'est donc l'occasion, je dirais, de poser ce type de problème et d'essayer de résoudre ces problèmes de cohérence. Et puis, comme on vient de le voir dans la diapositive ou les diapositives précédentes, le plan doit permettre de tenir compte, hein, des effets de taille de la firme. Alors ces effets, comme on l'a vu, enfin on l'a pas traité, mais on l'a évoqué, ne sont pas linéaires, c'est-à-dire vous faites ça, il se passe ça. En fait, il peut y avoir différents effets associés naturellement à différentes tailles, mais différents effets aussi associés à une taille unique, selon d'autres critères que la taille, qui peuvent être la nature de l'activité, la complexité du métier, de la firme, complexité de l'offre employeur, etc., etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Le plan doit d'abord permettre à la firme de répondre à un besoin de cohérence. Et puis, il y a un deuxième aspect, et ça aussi, c'est dans la nature même de tous les plans. Un plan de marketing RH, comme tous les plans, hein, je dirais, a pour vocation d'aider et d'encadrer la préparation des actions proprement dites, la mise en œuvre des moyens et le suivi des actions qui ont été planifiées. C'est ce qu'on va voir rapidement, hein, dans les diapositives qui suivent. Je vais vous donner maintenant quelques indications sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de marketing RH. Et puis on verra pour terminer, comme on l'avait dit, ce qui se passe après le plan. Dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de marketing RH, je me contenterai de rappeler quelques évidences, mais qui me paraissent quand même importantes, et surtout qu'il ne faut pas oublier. Le plan, première évidence, hein, le plan a pour objectif de recruter les bons collaborateurs de la firme.
Avec cette formule, je dirais que tout est dit et finalement rien n'est dit. Alors tout est dit en ce sens qu'il n'y a pas d'autre objectif du plan de marketing RH. En tout cas, pas d'autre objectif principal du plan. Si je voulais être plus précis, je pourrais compléter en disant, à la place de recruter, attirer, recruter, intégrer, fidéliser. Je pourrais aussi ajouter que le recrutement n'est pas en soi un objectif, mais un moyen d'atteindre un autre objectif qui serait plus stratégique, celui-là, qui est donné grâce aux collaborateurs, aux futurs collaborateurs, ou plus largement grâce au capital humain, de donner un avantage concurrentiel décisif à la firme par rapport à ses concurrents. Donc je pourrais développer cette idée d'objectif au singulier ou d'objectif au pluriel, mais en fait tout ça vous le savez déjà après, après toutes nos heures de cours. Donc en disant qu'on cherche les bons collaborateurs de la firme, je pense qu'on en dit suffisamment. Et pourtant, peut-être que rien n'est dit quand je parle de bons collaborateurs. Alors tout est dit quand je parle d'objectifs, mais rien n'est dit quand je parle de bons collaborateurs. En effet, il n'y a pas de définition absolue des bons collaborateurs, mais uniquement des définitions relatives. Relatives à quoi? Relatives à la situation de la firme. Je veux dire par là que c'est à chaque firme, notamment dans le cadre de son plan de marketing RH, de définir ce qu'elle entend par bon collaborateur. Un observateur extérieur, par exemple le cabinet de conseil, ou vous, ou moi, nous ne pouvons pas dire ce qu'est un bon ou un mauvais collaborateur pour la firme. On peut avoir des idées, bien sûr, mais nous pouvons, comme on dit, un peu raisonner de principe. C'est-à-dire, bon, voilà, on sait à peu près, plutôt que ce qu'est un bon collaborateur, on sait ce que n'est pas un bon collaborateur. Donc on peut raisonner comme ça. C'est ce que nous avons fait, au fond, dans ce cours. Savoir se servir d'une carte marine, hein, je prendrai cette métaphore cette fois pour aller d'un endroit à un autre, mais après, c'est au navigateur ou à la firme de faire l'expédition maritime avec son équipage. Nous, on parle actuellement de savoir comment utiliser une carte marine. En l'occurrence ici, par exemple, le marketing RH et plus particulièrement le plan de marketing RH. Mais après, le contenu même va dépendre de chaque situation. Ça, c'est vraiment un premier aspect. Le plan a pour objectif de recruter les bons collaborateurs de la firme. Il ne faut pas l'oublier, mais en disant ça, on raisonne de principe. Après, c'est à la firme de faire ses choix. Le deuxième aspect, c'est que le plan de marketing RH est totalement libre. Alors ça va sans dire, hein, c'est pas, je l'ai dit quand même, dans ce domaine, hein, surtout les ressources humaines où il y a pas mal d'exigences techniques, beaucoup d'exigences juridiques aussi, des exigences de sécurité du travail, prévention contre les accidents, des exigences maintenant de santé publique, des exigences de formation, tout ça converge, le technique, le juridique, la sécurité, la santé publique, formation, tout ça, ça converge autour souvent d'exigences juridiques. Là, ce volet des ressources humaines, malgré l'importance des exigences juridiques en matière de ressources humaines en général, ce volet des ressources humaines, lui, n'est pas très juridique dans le fond. Et surtout, le plan de marketing RH est totalement libre. En matière de marketing RH, la firme peut même ne rien faire du tout. Elle peut aussi faire ce qu'elle veut, ou presque. Alors malgré cette liberté, la firme doit quand même tenir compte de quelques éléments suivants qui ne sont pas, eux, des éléments à proprement parler juridiques, ce sont plutôt des éléments de gestion des ressources humaines, des éléments opérationnels, hein, qu'on va voir tout de suite. S'il existe, le plan de marketing RH doit d'abord servir pour le futur. Il s'agit de planifier des recrutements en répondant aux besoins de la firme, donc je ne reviens pas sur cet aspect, mais vous voyez que la temporalité est importante. Les besoins de la firme vont s'échelonner dans le temps, ou plutôt, dans certains cas, vont être concentrés, comme on l'a déjà évoqué, et les recrutements devront s'adapter en quelque sorte aux besoins de la firme, et donc prendre en compte la variable temporelle. C'est également une évidence, puisqu'on est en train de regarder, de rappeler les évidences. Autre évidence, le plan doit servir pour le présent. C'est une sorte de tableau de bord, hein, pour la firme. On va revenir là-dessus tout de suite après. Le plan doit aussi servir pour le passé. Et c'est à la fois, il nous sert de tableau de bord pour savoir où on est, etc. Et il nous sert pour le futur pour savoir où on va, mais il nous sert aussi de rétroviseur pour savoir comment on a fait, etc. C'est d'autant plus important cet aspect-là qu'on a vu qu'on pouvait
très très bien, et c'est même conseillé à adopter la veille RH et le benchmarking RH, qui implique qu'on modifie ou qu'on ajuste plutôt son comportement. Alors on modifie pas forcément les grands objectifs, mais on doit prendre en compte les données du benchmarking pour ajuster son comportement en fonction de ce qui s'est passé. Donc on a besoin d'un suivi du plan. Et puis, dernière évidence, le plan de marketing RH doit également servir à corriger et adapter donc les stratégies. Alors reprenons ces quelques évidences dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de marketing RH. D'abord, quand il existe, le plan doit servir pour le futur. Il s'agit bien de planifier les recrutements, comme je viens de l'indiquer, répondant aux besoins de la firme. Le plan qui se respecte, je dirais, doit identifier avec précision les besoins RH de la firme, et donc ses objectifs, ses moyens et les étapes pour parvenir aux objectifs. Alors, naturellement, le plan doit également identifier les bénéfices attendus de ces recrutements et éventuellement les coûts prévus. Alors, juste une petite parenthèse sur la notion de coût. Sur les coûts, il peut s'agir des coûts liés à l'élaboration du plan, marketing RH lui-même. Par exemple, si l'entreprise, la firme, a recours à un bureau d'études extérieur, ou elle peut également chiffrer en interne le temps que ses collaborateurs, les collaborateurs actuels de la firme ont passé à l'élaboration du plan. Donc, il y a cette catégorie de coûts qui peut entrer en ligne de compte. Puis, il y a les coûts liés à la mise en œuvre. Ces coûts peuvent être multiples et quelquefois cachés. Par exemple, la construction d'une marque employeur ou d'une image employeur visible et positive a un coût. Par exemple, le coût de la participation à des concours ou des classements de type Great Place to Work, ou la participation à des salons de recrutement, ou la création d'un site web dédié et réactif pour le recrutement. La recherche et le traitement du bad buzz, quand il y en a. Le coût aussi, ou les coûts de l'abandon par la firme de certaines activités ayant un impact négatif sur son image, ça peut jouer aussi. L'élaboration et la mise en œuvre d'une offre employeur peuvent également être coûteuses. En mettant en œuvre une offre employeur, on peut peut-être être obligé de reclasser certains personnels ou de réviser des avantages accordés à des collaborateurs actuels, ou d'avoir des coûts liés à certaines formes de reconnaissance professionnelle, la formation, la promotion, etc. Ou des coûts liés à une mise en œuvre ou une mise en cohérence plutôt du statut des collaborateurs actuels et des collaborateurs futurs. Alors, quand je dis statut, c'est droit et obligation, hein, c'est-à-dire par exemple la question des rétributions, la question rémunération, la reconnaissance aussi. Il faut savoir que l'idée sous-jacente chez beaucoup de collaborateurs est que les progrès doivent plutôt passer par une élévation générale des facteurs d'attraction. C'est-à-dire la rémunération, les conditions doivent s'améliorer, les conditions de travail doivent s'améliorer, la reconnaissance par l'employeur doit s'améliorer, l'équité doit s'améliorer, l'estime de soi, etc. Et donc c'est plutôt par une élévation de ces facteurs d'attraction que par une redistribution à enveloppe constante, hein, comme on dirait, de manière un peu technocratique. C'est-à-dire que certains collaborateurs gagneraient et ceux que d'autres perdent. Donc ça, c'est à exclure. Voilà sur cet aspect des coûts. Quelquefois, bon, là, je suis un peu court hein, dans la diapositive. On dit, bah voilà, les bénéfices et les coûts. Donc une approche, on voit bien ce que c'est, une approche coût-bénéfice. Mais autant les bénéfices peuvent être pas difficiles à cerner, mais peuvent appartenir à la firme. Enfin, c'est à la firme, je veux dire, de déterminer ce qu'elle attend. Autant les coûts, on peut déjà en donner une petite idée entre les coûts directs, indirects, les coûts liés à l'élaboration, les coûts liés à la mise en œuvre. Donc on peut déjà serrer un certain nombre de choses. Alors, on a vu que le plan devait d'abord servir pour le futur, mais le plan de marketing RH, c'est aussi une sorte de tableau de bord, comme on l'a évoqué. À ce titre, il doit servir pour le présent. Ce que je veux dire par là, c'est que le plan doit permettre au service RH ou à la direction des ressources humaines de suivre la mise en œuvre du marketing RH tel qu'il a été décidé par les instances dirigeantes de la firme. Comme dans tout tableau de bord, et comme tout tableau de bord, hein, le plan de marketing RH doit également nous permettre d'identifier les difficultés d'exécution et les remèdes à apporter, et d'identifier ces difficultés au moment où elles arrivent, non pas a posteriori. Donc le tableau le plan de marketing RH en tant que tableau de bord doit servir pour le présent. Alors quelques exemples de difficultés. Par exemple, on l'a évoqué, il peut y avoir trop de candidats par rapport aux emplois offerts.
on se souvient des problèmes générés par une mauvaise adéquation entre les offres et les demandes. J'y reviens pas, mais vous vous souvenez, saturation du service RH, délai de traitement, candidats qui disparaissent au cours du processus de recrutement, risque d'erreur, de rejeter les bons collaborateurs ou d'en accepter des mauvais, déception des candidats, bad buzz, mauvaise image de la firme, etc. À l'inverse, il est aussi possible de ne pas avoir assez de candidats, et dans ce cas-là, il peut y avoir aussi des candidats fantômes ou des profils inadaptés qu'on va prendre faute de mieux, en quelque sorte, ou encore des démissions précoces de candidats qui n'arrivent pas à s'intégrer après avoir été recrutés et qui sont déçus. Alors, tout ça, ça peut arriver, hein. Vous vous souvenez, faute d'un vivier assez important. Et à ce moment-là, la firme a un peu de mal à trouver des candidats d'un bon niveau par rapport à ses espérances. Alors, le tableau de bord dont j'ai parlé, je ne vais pas le détailler, mais il doit permettre d'évaluer, il doit permettre à la firme d'évaluer indirectement donc, le contenu de son offre employeur, le contenu aussi de son message, le rendement, ou si on peut dire l'efficacité des différents canaux de recrutement, par exemple le nombre de recrutements, comme on l'a vu par rapport au nombre de candidats, etc. Donc, on est avec le tableau de bord proche de la situation du benchmarking. Il faut se rapprocher de ça. Alors, le plan est destiné pour le futur, il est destiné au présent, et le plan de marketing RH est également utile pour le passé en permettant un bilan des actions conduites ainsi que leur suivi dans le temps. Ainsi, le plan va permettre, par exemple, de confectionner et d'utiliser des indicateurs de planification appropriés à la firme. Quel que soit le mode de planification, on a toujours non pas les mêmes types d'indicateurs, ça dépend de la firme, mais on doit toujours comparer le prévu et le réalisé. Bon là, on va comparer le prévu et le réalisé par rapport aux indicateurs qu'on a choisis, sans doute par catégorie de collaborateurs. On va comparer par exemple les recrutés par rapport aux ciblés, etc. Donc on a ce type d'indicateur de planification qui doit être adapté à la firme. L'importance quantitative des données collectées sur le recrutement va permettre, si on a suffisamment de données, ce qui n'est pas toujours le cas, d'établir des lois statistiques, entre guillemets. Des lois statistiques, bon c'est prétentieux, mais c'est de dire des liens entre les actions conduites par la firme et les résultats. Ces lois pourront être propres à chaque firme, et plus on aura de données, plus ces lois statistiques permettront d'affiner la politique interne de marketing RH de la firme. Alors quelques exemples, hein, je reprends notamment de la diapositive précédente. Hein. Si on mesure les recrutements effectifs par rapport au nombre de candidats, ou les candidats effectifs par rapport aux candidats possibles, on a déjà des indicateurs. On peut aussi regarder le nombre de collaborateurs recrutés par rapport au nombre de collaborateurs ciblés. Les niveaux d'emploi concernés, est-ce qu'on est dans des emplois d'exécution, d'encadrement, de direction, etc. En même temps que les niveaux d'emploi, on peut voir aussi les types de qualifications, tout ça on a déjà vu, puisque ces aspects-là vont conditionner le message, l'argumentaire de la firme vers les cibles. Mesurer aussi les rémunérations et les avantages matériels, les modes de ciblage et de recrutement, ou encore les budgets prévus pour les actions comme le ciblage et le recrutement, et ce qui a été consommé dans la réalité. Est-ce que le plan fonctionne réellement, ou est-ce que c'est un document qu'on a mis dans un placard et puis dont on ne se sert plus? Ça peut arriver aussi, hein. C'est un travers. Et puis, il y a une dernière approche qui est liée à celle de l'approche rétrospective, hein, que j'évoquais, à savoir le plan de marketing doit être utile pour le passé. L'approche rétrospective peut également servir à des fins techniques d'adaptation du plan lui-même. Oui, bon, c'est pas très clair. Je veux dire par là que l'analyse de l'exécution du plan, donc l'analyse par le service RH et ou par des prestataires extérieurs, à l'aide d'enquêtes d'opinion, d'échantillonnage interne, externe, etc., de sondage, cette analyse permet, comme le feedback en benchmarking, de corriger ou d'améliorer le plan. Alors, soit en cours de route, on dit dans le jargon in itinéré, soit pour l'avenir. Et ce point-là me paraît important. Voilà, en bref, hein, le plan de marketing RH, il faut se souvenir que c'est un outil qui permet d'identifier en amont et d'évaluer en aval les actions à mener au titre du marketing RH.
et de les corriger et les adapter, un peu comme on a vu juste avant en rappelant le feedback du benchmarking. Il faut retenir de ce qu'on vient de voir que donc le plan de marketing RH, donc je l'indique sur la diapositive, est un instrument de pilotage. C'est aussi un outil d'expression des besoins RH des différents services de la firme. Et en principe, il doit aider à renforcer l'expérience et la place centrale du service RH. Dans cette diapositive, j'ai essayé de résumer certains points de l'approche rétrospective de l'exécution du plan de marketing RH. Comme vous le lisez avec moi, hein, j'indique que les données recueillies dans le plan de marketing RH doivent servir à évaluer notamment la validité des tactiques RH mises en œuvre par la firme, l'attractivité proprement dite de la firme hein, du point de vue RH, l'identification des causes de départ volontaires des collaborateurs, même si c'est pas toujours évident, hein. Souvent, les collaborateurs qui quittent l'entreprise ne donnent pas les vraies raisons. Et souvent aussi, c'est lié à des rapports humains, soit avec les subordonnés, soit avec les supérieurs. Donc, comme on dit quelquefois, on quitte rarement une entreprise, on quitte toujours un chef. Donc ça, c'est un point à expertiser, hein, cette question des clauses de départ volontaires des collaborateurs, et le plan de marketing RH peut être l'occasion aussi de faire le point là-dessus, y compris pour rétroagir en interne hein, dans l'entreprise et éviter de se séparer de collaborateurs alors qu'on pourrait les garder. Donc ça fait partie aussi de la fidélisation. Le plan de marketing RH doit aussi permettre d'évaluer l'opportunité de reformuler l'offre employeur et les critères de recrutement, voire l'opportunité de reformuler certaines fiches de poste. Qui sont, comme on l'a vu, peut-être totalement inadaptés, parce qu'il y a tout un tas d'évolutions qui se sont passées, qui n'ont pas été prises en compte par l'entreprise. Et donc, à l'occasion du recrutement, on en profite pour mettre à jour ces fiches de poste, hein, qui sont les éléments de base hein, du recrutement individuel. Évaluer aussi l'adaptation des méthodes et des canaux de recrutement aux cibles ou aux groupes cibles. Comme je l'indique, bon, est-ce que c'est les bons circuits? Est-ce que c'est les bons argumentaires? Est-ce que c'est les bonnes périodes aussi? Il y a peut-être des périodes de recrutement, notamment liées, quand on vise des personnes qui sont en milieu scolaire ou supérieur et autres. Bon, bah, il y a des périodes plus favorables que d'autres pour recruter, notamment des périodes de fin d'année, de rentrée de fin d'année, quand les gens ont terminé leurs études universitaires ou scolaires, donc généralement le deuxième semestre est plus favorable que le premier. Évaluer aussi les coûts au sens large, hein, au sens large comme on l'a vu hein, précédemment, d'un ratissage trop large justement ou trop étroit. Donc voilà, hein, on peut avoir ce genre de données à rechercher dans le cadre du marketing RH et de l'utilisation du plan de marketing RH. On est à la fin, presque à la fin de ce point intitulé le plan de marketing RH et ses particularités. On a évoqué donc la notion et l'utilité d'un plan de marketing RH. On a vu aussi quelques éléments hein, sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un tel plan. Et puis on termine maintenant en jetant un coup d'œil à ce qui se passe après le plan. À vrai dire, le plan de marketing RH, pardon, le plan de marketing RH n'est pas tout le marketing RH. En effet, il est centré sur un moment important hein, dans les rapports entre la firme et le collaborateur, à savoir le recrutement du collaborateur par la firme. Mais pour autant, le plan de marketing RH n'épuise pas, comme on dit, le sujet. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, je dirais, pour reprendre une formule, il y a une vie après le recrutement. Comme on l'a vu précédemment, et notamment dans le chapitre intitulé de qui parle-t-on, le recrutement n'est qu'une étape sur la route qu'empruntent la firme et le collaborateur, ou la route qu'ont décidé d'emprunter la firme et le collaborateur. Le recrutement du néo-collaborateur doit être prolongé par son intégration effective dans la firme. Alors tout cela, comme je l'indique sur la diapo, c'est le travail du service RH. En effet, le service RH doit assurer pardon, un suivi et tenter de mesurer, en théorie, le degré d'engagement de la firme dans le processus d'intégration. Et dans la mesure où il s'agit d'un processus, l'utilisation d'une formule de benchmarking est encore une fois bien appropriée. Les résultats de ce suivi vont être naturellement réintégrés dans le plan, hein, c'est la notion de retour, hein, de feedback, qui me paraît importante. Alors pour ça, je joins un tableau indicatif que je vous ai donné, je crois.
Si vous pouvez le reprendre avec vous, et je vais très très rapidement le commenter parce que ce tableau est intéressant. Enfin, il présente selon moi au moins quatre intérêts. Premier intérêt de ce tableau indicatif sur le processus d'intégration du néo-collaborateur dans la firme, et une mesure en quelque sorte du degré d'engagement de la firme. Le premier intérêt, c'est que le principe de ce tableau, c'est que le néo-collaborateur n'est pas laissé livrer à lui-même pour se débrouiller, entre guillemets, et être responsable de sa propre intégration, ou même de sa non-intégration. Ça, c'est un point important. Il faut que la firme s'implique. Trop souvent, moi je l'ai vécu, hein, donc dans une ou plusieurs organisations, en fait, vous arrivez, puis rien n'est prévu, vous vous mettez là, et puis vous faites le job que vous savez faire. On vous fait confiance, mais voilà, il n'y a pas un véritable accueil, il n'y a pas de véritable intégration. Vous vous intégrez si vous voulez, enfin ça n'intéresse personne. Ça arrive peut-être plus souvent qu'on croit. Il faut que la firme s'implique. Ça, c'est le premier passage des codes. Ne pas laisser le néo-collaborateur livrer à lui-même dans l'intégration, hein, après le recrutement. Deuxième principe de ce tableau couvre les éléments principaux de l'intégration du collaborateur en distinguant tout simplement un volet humain et un volet matériel que j'ai divisé en sous-catégories. Mais il y en a très très peu, enfin il y en a peut-être une dizaine au total. En gros, des points de contrôle qui devront être vérifiés, mais qui couvrent les éléments, ce que je considère comme être les éléments principaux de l'intégration du néo-collaborateur, donc les aspects humains et les aspects matériels. Troisième intérêt de ce tableau, c'est que le tableau est phasé dans le temps. Il est échelonné dans le temps, c'est-à-dire qu'il doit permettre de considérer que l'intégration est un processus et non pas un simple état de fait. Souvent, cette évidence échappe dans les entreprises, hein, tout simplement, pas par mauvaise volonté bien sûr, mais tout simplement parce que les gens ont, comme on dit, le nez dans le guidon, c'est-à-dire qu'ils sont occupés par leur job, et puis chacun fait sa vie, quoi. Or, l'intégration, c'est un processus, c'est pas simplement, comme je l'indique, un état, et le phasage doit se traduire concrètement par des rencontres spécifiques, et à échéance régulière entre le néo-collaborateur et son manager immédiat, le N+1, comme on dit souvent. Donc les échéances régulières, ça peut être des échéances tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, un an après le recrutement, etc. Alors c'est pas ou tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, ou tous les ans. C'est une échéance à 1 mois, une échéance à 3 mois, une échéance à 6 mois, et une échéance à l'année. Je pense qu'il faut respecter cette progression pour qu'il y ait toujours un contact et que justement le tableau serve au néo-collaborateur et à son manager à faire le point ensemble de différents aspects, à la fois matériels et humains, de l'intégration. Et puis, dernier avantage, ou dernier intérêt en tout cas du tableau, c'est ça peut être un intérêt justement pour le benchmarking, c'est qu'il va permettre aussi une mesure chiffrée, un scoring, du degré d'engagement de la firme dans le processus d'intégration. Comme vous voyez si vous avez le tableau sous les yeux, bon, j'ai indiqué quelques idées de notes en quelque sorte, permettant pour chaque domaine d'indiquer de notes de 0 à 3 à quel stade on en est de l'intégration et du processus. Est-ce que la firme et le collaborateur font bien tout ce qu'il faut et est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Alors c'est une mesure chiffrée du degré d'engagement de la firme et ça me paraît intéressant. Donc après le recrutement, la firme et le néo-collaborateur peuvent comme ça disposer d'éléments objectifs pour suivre ce processus d'intégration et éventuellement corriger le tir. Voilà, encore une image militaire, mais bon. Voilà, hein, donc ce tableau, si vous pouvez remettre la main dessus, ça serait une bonne chose. Ça complète en quelque sorte le plan de marketing RH. Il suffit pas de recruter, d'attirer, de recruter naturellement. N'oubliez pas qu'il faut intégrer. Il faut fidéliser, et pour reprendre un peu l'image que j'avais donnée avec le tourisme à Copenhague, si les gens sont bien dans la firme, ça sera la meilleure publicité pour attirer des candidats, plus que tous les plans de marketing qui existent au monde. Donc, mais en même temps, c'est une donnée qui doit être travaillée et prise en compte dans le cadre du plan de marketing. Voilà, ce cours de marketing RH et de marque employeur est terminé.
Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en indiquant j'aime. Non, en fait, non.